Retour sur ce plateau, j'ai déjà mes invités. Il s'agit de Marc Goudjanou, journaliste, analyste politique, et de Roland Laurent Toneikes. Bonjour à vous. Bonjour Carole, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour Marc Goudjanou, bonjour Carole Olaye, bonjour amis téléspectateurs Internet. Alors nous démarrons par la principale information, registre politique, l'arrestation de Louis-Philippe Roundéon à son domicile. Marc Goudjanou. Bon, c'est vrai que l'information nous est parvenue à travers les réseaux sociaux hier. J'ai pu voir quelques images puisqu'il n'est pas très loin de chez moi. Il est dans la cité d'Arconzil. Et donc, effectivement, même si je n'étais pas là pour constater de fait s'il a été réellement arrêté, j'ai pu voir quand même dans les photos, j'ai pu reconnaître plutôt dans les photos les lieux, les endroits où les photos avaient été prises. C'était au niveau des carrefours, du principal carrefour allant à son domicile. Et je pense que avec les informations qu'on a, c'est qu'il n'y a pas eu de résistance. Et, il a accepté se faire arrêter comme cela se doit. Et on va observer pour voir la suite. Pour le moment, je n'ai pas encore eu d'accusation contre lui. Il n'y a pas eu de convocation à ce que je sache contre lui. Donc, sûrement dans les heures à venir, on va nous donner plus d'informations par rapport à ce dossier-là, parce que à nulle part, je n'ai pas entendu dans les semaines écoulées, dans les jours écoulés, qu'il avait été convoqué ou s'il avait une poursuite contre lui. Je n'en ai pas connaissance. Donc, bon, s'il a été arrêté comme ça, sûrement que soit le procureur, soit quand même un responsable de la police va sortir sûrement pour nous dire pourquoi cela a été fait. Roland Toneikes. Oui, on a tous suivi comment ça s'est passé hier. Bon, je ne vais pas aller dans d'autres détails, autres mesures, mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde le parcours de Louis-Philippe... L'homme avait déjà l'information selon laquelle il serait arrêté. Oui, il y avait son cabinet qui avait alerté, parce que j'ai fini par hier matin, quand je n'avais pas eu l'information, j'attendais de voir, j'ai pu voir un communiqué qui émanait de son cabinet. Et puis hier, on apprend qu'il a été arrêté. Et puis, bon, je crois que quand on regarde le parcours de Louis-Philippe Roundéon avec ce qu'il a été par le passé sous Boni et cette dernière sortie, bon, oui, j'évoquais le sujet hier sur un certain nombre d'angles pour poser certaines questions sur lesquelles je ne reviendrai pas ce matin parce que il faut qu'on suive l'évolution du dossier. Mais je voulais juste rappeler à nos gouvernants actuels qu'il est temps qu'ils aillent à l'école de Nelson Mandela. Je crois que si l'Afrique du Sud est aujourd'hui un pays développé qui rivalise avec le Nigeria, la place de la première puissance en Afrique, c'est qu'à un moment donné, les gens ont tout fait d'oublier les problèmes d'hier, de faire face à l'avenir et d'oublier un certain nombre de choses pour évoluer sur le développement. Si vous allez en Afrique du Sud, le seul problème qu'ils ont le plus souvent, c'est la question du racisme. Sinon, à part ça, question de développement, je crois qu'ils se sont concentrés sur ça. Je pense que Nelson Mandela doit être une école pour beaucoup de dirigeants en Afrique. J'en ai fini. Moi, je n'en ai pas encore terminé. Marc Goudjanou, Louis-Philippe Roundéon serait aujourd'hui arrêté pour ses prises de position parce qu'il s'est exprimé. Il a fait des sorties pour s'exprimer sur l'état de la liberté au Bénin, sur plusieurs dossiers. Ça pose, selon moi, le problème de la liberté d'expression dont dénoncent plusieurs personnalités, et en l'occurrence l'opposition béninoise aujourd'hui au Bénin. Bon, d'abord, je voudrais rappeler que Louis-Philippe Roundéon a été, c'est un général, d'accord, de la police. C'est quelqu'un qui est pétri de talent, ça, c'est vrai. Et on a vu que récemment, même avant qu'il ne commence à faire ses sorties, c'est qu'il y avait eu la décision des retraites anticipées au niveau de la police et de plusieurs autres secteurs. Et il faisait partie du lot de ces retraités anticipés. Et donc, je me suis dit, suite à cela, après, il a eu des sorties. Il faut dire même qu'avant même cette retraite anticipée, c'est qu'il n'exerçait plus comme cela se doit. C'est comme il était mis
Comme on le dit dans notre jargon, il était mis au frigo, en quelque sorte. Donc, il n'opérait pas, il ne travaillait plus comme ça. Donc, finalement, c'est la retraite anticipée qui a abouti. Et après, on a commencé par voir ces sorties au niveau de plusieurs médias. Donc, moi, je me disais, bon, je me demandais, je me posais la question de savoir, bon, quel était le but principal de ces sorties, puisque il sait on sait et qu'il sait également qu'il n'est pas en odeur de sainteté avec le pouvoir en place. Donc, et encore de surcroît qu'il a été mis à la retraite anticipée récemment. Donc, est-ce que ces sorties, beaucoup avaient pris ces sorties comme si il était un peu frustré, donc il était mécontent de tout ce qu'il a subi pendant ces dernières années, et donc ses opinions, ses prises de position étaient perçues différemment, de façon diverse dans l'opinion publique. Donc c'est un engagement que lui-même il a pris, un engagement personnel. Si le fait de prendre la parole et de pouvoir dire ce qu'on pense, est-ce que ça limite la liberté d'expression d'une façon ou d'une autre? Oui, dans une mesure. L'autre chose est que moi, je voudrais quand même qu'on sorte les récriminations qu'on a contre lui, qu'est-ce qu'il a dit. Parce que moi, bizarrement, je n'ai pas suivi ses actualités récemment. Tout ce qu'il a eu à faire au niveau des différentes télévisions ou au niveau des réseaux sociaux, je n'ai pas suivi, j'ai pas trop suivi. Donc, je ne sais pas ce qu'on lui reproche sincèrement. Et je pense que peut-être on va attendre de voir ce qu'on lui reproche. Et si effectivement il a eu à tenir des propos qui portent atteinte à un homme polique ou à un pouvoir en place, voilà, donc les responsabilités seront situées et on verra, nous tous, la vérité par rapport à cette histoire-là. Roland Tonné-Nkes. Moi, je continue de dire, hier j'ai posé des questions par rapport à la supposée tentative de son arrestation, et donc les questions sont sans réponse jusque-là. J'attends de voir. Moi, je pense qu'il faut attendre pour voir les chefs d'accusation que les gens vont nous brandir. Et c'est sur la base de ces chefs d'accusation qu'on pourra opiner. Moi, je crois que sur la base de ces chefs d'accusation, je n'aurai aucune crainte à opiner, à donner mon avis sur la question. Pour le moment, on a interpellé un monsieur, on connaît un peu son parcours, on connaît ses démêlés avec ceux qui sont au pouvoir depuis 2012. Hein. Écoutez, la réalité est là, mais bon, qu'est-ce qu'on lui reproche aujourd'hui? On n'en sait rien. Est-ce parce qu'il a abordé certains sujets, il a apprécié la réforme en cours, notamment au niveau de la police républicaine? Est-ce que... Donc, on va pas... Moi, je ne vais pas passer mon temps à supputer ce matin. Je pense véritablement que j'attends carrément ceux qui l'ont interpellé, qui nous disent ce qu'ils reprochent à lui, dire. Et puis après, on viendra opiner. Je crois qu'on ne va pas nous interdire quand même d'opiner. Et puis, je voudrais revenir sur le dernier aspect, c'est que bon, Laurent avait voulu l'aborder lors de son intervention, mais c'est l'aspect où, déjà même avant la tentative d'arrestation, c'est que Louis-Philippe Rounéon était averti. Il savait qu'on était en train d'organiser son arrestation. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'homme n'a pas essayé de fuir. Au contraire, il était serein, qu'il attend. Bon, donc, sûrement peut-être il ne se reproche pas grand-chose. Et donc, on va essayer de suivre le dossier de près pour voir les tenants et les aboutissants, et on pourra revenir là-dessus aisément. Autre sujet à débattre. Le matinal titre ce matin, Merida Djohou, la SE interpellée et relâchée sous convocation. Je crois que première chose que je vais dire, je vais le dire à nos confrères, hein, parce que aujourd'hui, on relaie sans vérifier. Hier, un journal a écrit que la dame était déjà en prison, que ses portables étaient saisis, elle était en prison, alors que la dame a participé à un atelier quelque part sur le territoire national, elle n'était pas en prison. Et j'estime véritablement que nous ne faisons plus assez d'efforts aujourd'hui, hein, toutes catégories confondues. Je ne veux pas me dédouaner. C'est vrai que même si je ne suis pas dans le relais tout le temps, je prends tout le temps de vérifier les informations. Mais j'estime que dès lors qu'il y a une tomate pourrie dans le panier, tout le monde est pourri. Donc, toutes catégories confondues, nous avons tout fait de relayer tout ce que nous avons, tout ce qui nous tombe sous la main. Et c'est bien dommage. La dame, là, les journaux écrits, les gens ont relayé qu'elle est en prison, elle est ci, elle est ça, pendant qu'elle était à un atelier. Après, pour essayer
de gérer ça autrement. On dit non, elle a été mise sous convocation, qu'on a saisi ses portables. Bon, oui, que ses portables sont saisis quelque part, mais elle-même, elle est en train d'assister à un atelier quelque part. Je pense véritablement que j'ai l'impression, et malheureusement c'est ça la réalité chez nous, on se réjouit trop du malheur des gens. On se réjouit trop du malheur des gens. La dame, je ne sais pas ce qu'elle lui a fait, hein, mais la manière dont l'info est relayée, telle que les gens jubilent, telle que quand vous regardez les titres, vous comprenez que c'est comme s'il y a... C'est pour entacher l'honorabilité de la dame. C'est comme s'il y a quelqu'un derrière qui alimente ça. Juste pour qu'on essaie de mettre la dame en prison, peut-être que ça va libérer la place pour quelqu'un d'autre. Je voudrais demander à chacun de nous, cessons de nous réjouir du malheur des gens. Écoutez, dans ce pays, vous voyez, je n'ai jamais été du bord d'Olivier Bokor ni de mais quand ils sont en difficulté, je n'ai pas eu de la peine, en tout cas, je ne me suis pas gêné à les défendre pour dire, écoutez, au-delà de tout, apportons-leur quand même le bénéfice du doute et attendons de la suite. Mais beaucoup ont tout fait de commencer par les condamner, les traiter de Judas et de se réjouir de ce qu'ils sont devenus, ils sont maintenant en difficulté. Et c'est pareil pour beaucoup de personnes. On a jeté des gens innocemment en prison, parce qu'on veut à tout prix faire mal, ou bien on veut rendre service à quelqu'un. Et des gens se sont retrouvés en prison et après, on a vu que peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose dans le dossier. Ces personnes ont été acquittées, mais malheureusement, ont déjà passé assez de temps en prison. J'estime que nous devons faire attention. Cette dame, je n'aimerais pas être à sa place. Hein, j'imagine un peu quelle serait sa douleur et comment, même si au fond, elle est coupable, même si elle est coupable, je crois que la manière dont nous gérons l'information désormais, et parfois ça part de nous, journalistes, parfois, je crois que c'est assez frustrant et nous devons travailler à éviter ça à l'avenir. Parce que, pas plus que ça, les gens vont se suicider. Pas plus que ça, les gens vont se suicider, les gens vont faire une crise. Et bonjour les dégâts, je nous appelle à beaucoup plus de retenue à savoir comment traiter certaines informations. Et je pense que même, véritablement que nous autres aussi qui sommes à la télévision, à la radio, nous devons commencer par faire le tri. J'insiste là-dessus, je le dis pourquoi, parce que dès lors que nous relayons de telles informations parfois, nous contribuons à faire mal à ces personnes qui sont contre lesquelles il y a de l'acharnement. Vous voyez, hier, quand le journal a écrit que la dame était en prison, malheureusement, certains médias ont suffi, certains médias ont relayé ça, pour dire que la dame était en prison et que la dame est ci, la dame est ça. Pourtant, la dame était libre de ce mouvement, même si elle est mise sous convocation. Et puisque une presse écrite a écrit ça, et que des télés, les radios ont relayé ça, ceux qui n'avaient pas l'information ont l'information. Et ça prend de l'ampleur au fur et à mesure. Mais dès lors que nous commençons à faire le tri, pour limiter le relais, je crois que ça va faire moins mal aux gens. Marc Goudjadou. Bon, je pense que Laurent a peint un aspect important du dossier qui n'a pas forcément totalement uniquement rapport avec la SE. Cela concerne le traitement que nous, journalistes, nous faisons des informations que l'on a. Et c'est un constat d'ordre général qui ne se limite pas seulement à l'information de la SE d'Adjoum, mais également à plusieurs autres informations où on veut forcément avoir le scoop, on veut forcément avoir la primauté de l'information. Le buzz. Et sans vérifier l'information, du moment où l'autre a relayé, on relaie, tout le monde relaie, tout le monde relaie. Surtout la presse en ligne aujourd'hui. Je me dis, la plupart, je vous donne, prenez l'exemple comme l'arrestation de Louis-Philippe Roulin hier, par exemple. Je parie que la plupart des journaux qui ont relayé sur les réseaux sociaux et autres n'ont rien vérifié en vrai, en réalité. Ouais. Ils suivent juste l'actualité et ils suivent peut-être la personne qui a relayé l'information. Alors que même le journal qu'on peut identifier aujourd'hui comme référence même, peut faire des erreurs ou peut ne pas avoir l'information fiable comme il faut. On l'a constaté plusieurs fois. Beaucoup ont écrit l'information de l'arrestation de Philippe Louis en faisant référence à Bip Radio. Et donc, pourtant, c'est des hommes aussi comme nous autres qui peuvent parfois faire des erreurs. Mais tout le monde a cité, sans qu'aucune personne ne puisse prendre le courage, avoir le courage d'aller sur le terrain. La maison de Louis-Philippe Louis n'est pas perdue. Mais il y a des gens qui sont à Calavi, non, sont peut-être à moins de 500 mètres de sa maison, mais n'ont pas pris le soin d'aller même dans la zone pour vérifier. Ils ont relayé selon le Bip Radio, selon. Et je crois qu'à un moment donné, nous devons vraiment commencer à faire très attention. Pas que, oui, Bip Radio fait un travail excellent, mais j'estime que
Non, au niveau des autres acteurs, c'est que chacun doit essayer d'aller chercher l'information vraie et non forcément copier-coller les informations que les autres leur envoient. Et pour revenir au cas de la SE d'Adjoron, je pense que du moment où les enquêtes sont continues, puisqu'il paraît que ces téléphones ont été gardés à la BF, et puisqu'il s'agissait d'une affaire de détournement de fonds. 500 000 francs avec pour un forage. Un béninois américain voilà, pour la réalisation d'un forage. Donc, du moment où les enquêtes continuent, ils vont épulcher quand même les données au niveau de ces téléphones pour pouvoir voir. En tout cas, la Brigade économique et financière a le nécessaire pour pouvoir continuer de faire les enquêtes. Ils vont continuer et d'ici là, on verra si elle sera innocentée ou non. Dynamisme Info titre ce matin, cadre de concertation de l'opposition, le devoir de résister aux critiques pour l'atteinte des objectifs. Oui, vous savez que quand les gens ont créé le cadre de concertation, il y a des critiques de toutes parts. Hein. Les gens les attaquent de toutes parts. Et vous avez vu que, au-delà de tout, le lendemain, automatiquement, il y a un dossier qui est sorti face à un des acteurs majeurs de ce cadre de concertation pour qui on appelle l'INF à réagir. Donc, les gens doivent pouvoir se préparer. Et si vous avez des cadavres dans votre placard que vous mettez dans ce cadre de concertation, souffrez qu'on sorte des cadavres pour vous, ça ne manquera pas. Mais il y a des gens qui vont s'acharner contre ce cas de concertation avec les informations que nous lisons depuis quelques jours où on les traite de tous les noms. Quel mal y a-t-il à se mettre ensemble? On a toujours prôné de vivre ensemble l'unité nationale au Bénin. Et donc si on prône l'unité nationale et qu'on dit oui, il y a des clivages nord-sud, non, unité nationale, nous chantons ça. Mais les gens se mettent ensemble et on les critique encore. Moi, je dis finalement, nous voulons une chose de son contraire. Dès lors que vous prenez le parti, les démocrates, le parti MPL, FSR, pardon, NFN et puis GSR et autres là, et que c'est un ensemble de partis du nord au sud et que les gens se mettent ensemble, on doit pouvoir encourager ça parce qu'on veut que les gens se mettent ensemble pour parler le même langage. Et puis après, et ça consolide le vivre ensemble. Mais je crois que parce que les gens se mettent ensemble, parce qu'on voit que les intérêts sont plus ou moins menacés, on est prêt à les traiter de tous les noms, on est prêt à leur jeter toutes les pierres du monde, comme si c'est eux qui ont tué Jésus, comme si c'était les descendants de Judas. Moi, je pense que ceux qui ont créé le cadre de concertation ne sont pas les descendants de Judas. C'est tout comme, s'ils sont descendants de Judas, c'est que nous sommes descendants de Judas au Bénin. Pourquoi? Parce que nous sommes tous coupables. Ce qui se passe là, ce que nous vivons, ce que nous avions vécu par le passé, nous sommes tous coupables. Peut-être mes parents sont coupables de ce qui s'est passé avant. Et moi, à partir de peut-être 2000, 2001 ou 2006, voilà, où mon cher Marc et moi, on allait voter pour la première fois à Rouedo. Je crois que nous sommes coupables. Nous sommes coupables de ce qui se passe parce que je me rappelle de 2006 où notre professeur d'histoire nous disait la meilleure personne pour qui il faut voter c'est Boni Yahi et que vous devez avoir le bac cette année. Attention, ne laissez pas passer. Vous vous rappelez bien de notre professeur d'histoire. Nous avons tous voté pour Boni Yahi. Les dérives qu'il y a eu au cours du mandat de Boni Yahi, même s'il a fait des choses excellentes, les dérives, c'est que nous sommes aussi coupables parce que nous-mêmes nous avons contribué à la mener. Et donc, on commence par là. Et puis, si on parle de Boni Yahi, on parle de Patrice Talon. Nous sommes coupables de ce qui arrive. Parce qu'à un moment donné, nous avons prêté flanc à tel avis de telle personne, telle chose. Et puis après, nous avons, à un moment donné, peut-être induit certaines personnes autour de nous en erreur. Et puis, nous sommes tous dedans. Nous sommes tous coupables. Et j'estime que c'est en cela que nous devons, ensemble, aussi comprendre les gens quand ils veulent se mettre ensemble. Parce que si au niveau de la mouvance, les gens se mettent ensemble. Pourquoi c'est pour l'opposition qui pose voilà, problème. Et sachant très bien que ceux qui se mettent ensemble du côté de la mouvance, on les connaît, non? Ce n'est pas les gens qui nous ont combattus tout le temps. Ce n'est pas les gens qui se sont levés en jeter des pieds à tout moment. Parce qu'à un moment donné, compte tenu de tels avantages politiques ou autres, on essaie de vous fermer les yeux sur les cadavres de certains. Et puis après, ceux qui ne veulent pas se faire discipliner, on sort le cadavre des placards et on ouvre les yeux dessus grandement pour dire mais tu as vu ton cadavre là, non? Silence. Et donc, il y a ça dans notre pays. On ne va pas se leurrer, se voiler la face. J'estime que les opposants se mettent ensemble. Croisons les doigts et regardons. Je continue de dire, en réalité, le problème, ce n'est pas de... Si le combat, c'est « oh toi, pourquoi je m'y mette là ?» Ils ont tiré à terre. Le plus important, c'est d'avoir un discours assez franc, convaincant, sérieux, qui parle développement, qui remette en cause peut-être les acquis de Patrice Talon, mais avec des preuves
et des propositions concrètes. À ce seul prix, les populations peuvent les écouter. Et puis, eux aussi, ils doivent comprendre que s'ils veulent vraiment prendre le pouvoir, ils doivent changer de paradigme, parce que tel que ça se passe là, je continue de dire, c'est pas comme ça qu'on prend le pouvoir chez une machine assez redoutable qui est assise là. Marc Goudani. Oui, bon. Je pense que l'opposition ne va pas se mettre dans le jeu de ces détracteurs. Parce que à s'y mettre, c'est qu'il risque de perdre beaucoup de temps et d'énergie, alors que ces temps et ces énergies pourront être consacrés à mieux s'organiser, à mieux se outiller et à mieux s'armer pour les échéances qui les attendent. Et donc, je pense que ce n'est pas matière sur laquelle l'opposition doit s'attarder. Le chien aboie, la caravane passe. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire comme travail. Les critiques qu'on est en train de leur faire, et les griefs que les gens ont contre eux, qu'ils s'inspirent de cela, qu'ils puisent leur force de ces critiques-là pour pouvoir mieux se représenter, mieux s'organiser. C'est l'essentiel, je pense. Pensez-vous que le mal de l'opposition, comme le quotidien, est la haine en son sein? Bon, est-ce que la haine en son sein, je pense que même lorsque je laisse l'opposition et que je prends la grande majorité du présidentiel aujourd'hui, il y a la haine en leur sein. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y aura des divergences d'idées, que l'on prenne l'opposition ou l'on prenne la mouvance. Il y a toujours des divergences d'idées. Parce que, prenez même, attendez, même on laisse même au-delà des partis politiques, même dans votre propre maison. Est-ce que c'est tout ce que vous dites qui est bien accepté, bien pris en compte par votre conjoint? Pas forcément. Est-ce que c'est tout ce que vous dites au sein de votre famille, au niveau de vos frères et sœurs? Est-ce que c'est tout qui est pris en compte? Il y aura, en tout cas, des gens qui seront quand même opposés, qui seront contre à un moment donné. Et ce n'est pas seulement l'apanage de l'opposition. Un peu partout, ça s'observe, même au niveau de la mouvance. Donc, s'il y a une haine, c'est à eux de pouvoir identifier si les griefs qui sont manifestés par les uns et les autres qui sont au sein du parti sont de façon objective. Si ce n'est pas des griefs qui sont objectifs, je pense qu'on comprendra mieux le jeu de la personne, de l'individu qui est en train de pouvoir manifester cette haine-là. On pourra l'identifier. Et s'il faut l'extraire du lot pour que toutes les autres ne pourrissent pas, c'est qu'il faut le faire pour pouvoir mieux évoluer. Je pense qu'en leur sein, on connaît l'identité de tous ceux qui composent l'opposition aujourd'hui. On connaît à peu près la moralité de chacun d'eux. Et donc, s'il y a quelques-uns dedans qui ne partagent pas forcément les idéaux aujourd'hui, vaut mieux les enlever parce que vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça ne servira à rien de prendre des gens qui vont jouer à l'hypocrisie avec eux, qui vont étaler leur haine avec eux, alors qu'ils ne partagent pas forcément les mêmes objectifs qu'eux. Le mieux, c'est de s'en séparer. Et ça, c'est un problème, c'est un nettoyage interne qu'ils doivent faire et que nous, on ne peut pas leur apporter grand chose à ce niveau-là, puisque ailleurs également, ça se passe. Et attendez, même vers la fin du pouvoir de Patrice Talon, vous allez voir ce qu'on appelle réellement reine, vrai, là. Dans les partis politiques du grand ensemble, là, vous allez voir. Roland Tonneikes. La haine, elle est évidente dans toutes les formations politiques et dans tous les groupes, hein, que ce soit la mouvance ou de l'opposition. C'est-à-dire qu'il y en a qui estiment que d'autres sont privilégiés que d'autres et d'autres ont plus de chance que d'autres. Vous voyez, il y a des gens qui ont créé le parti politique qui savent très bien qu'ils ne gagneront même pas chef quartier, même dans le dernier village du Bénin. Et de ce point de vue, ils sont peut-être là à continuer à détester les autres formations politiques. Je donne l'exemple de celui qui appelle toujours à boycotter. Tout le temps qu'il a créé son parti, il est allé en alliance pour être élu député. Et donc, il sait très bien que son parti seul aller aux élections, ce n'est pas évident qu'il gagne même chef quartier dans le dernier des villages de Bénin. Vous parlez de qui? Non, mais suivez mon regard, il se reconnaîtra. Mais attendez, vous parlez de qui? Je sais bien citer les noms, vous savez, non? Et donc, moi, ce matin, je ne vais pas citer les noms. Mais c'est pour vous dire que quand c'est comme ça, il y en a qui vont avoir une haine viscérale par rapport à ceux-là qui ont la chance d'aller aux élections, d'avoir des élus et dire que non, ils sont troisième pouvoir, ils sont troisième formation politique. Suivez mon regard. Donc, quand je le dis, vous avez les indices. Donc pour vous dire que, oui, véritablement, en leur sein, la haine ne va pas manquer. Et comme vous le savez, je le répète encore ce matin, il y a plusieurs courants d'opposition. Il y a plusieurs types d'opposants. Dès lors qu'il y a plusieurs types d'opposants, la haine ne va pas manquer. Il y a ceux à qui on a coupé le bureau, qui sont devenus opposants.
Il y a ceux à qui on a promis des postes et qui ont attendu 1 an, 2 ans, qui n'ont pas eu ça, qui sont devenus, comment vous appelez, très furieux, qui sont devenus opposants aujourd'hui. Hein. Il y en a à qui on a promis des marchés, à qui n'ont pas donné de marché, ou à qui on a coupé des marchés parce qu'ils avaient le monopole dans certains secteurs, qui sont devenus opposants. Il y a ceux qui ont géré et qui sont conscients qu'ils ont mal géré et qui sont devenus opposants. Maintenant, il y a ceux-là qui hier ont offensé Patrice Talon et qui aujourd'hui ont peur d'être attaqués et qui ont peut-être détalé, qui sont devenus bien, qui sont devenus opposants parce qu'ils savent très bien que le monsieur ne va jamais les digérer. Donc, il y a plusieurs types d'opposants. Et de ce point de vue, dès lors que chacun sait qu'il a un problème particulier avec le monsieur en place, c'est qu'il sait que si, dès lors qu'il y a un terrain d'entente, n'oubliez pas qu'il y a des gens comme nous qui ont traité Patrice Talon de tous les noms. Il y a l'autre qui a dit Koufoyedou, que si c'est après Boni ici, c'est pas lui là, celui qui sera présent va mourir. Il a dit tout. Après, il est revenu, non. Parce qu'il sait très bien, il est revenu, il a arrangé tout. Il est où maintenant? C'est qui? Le prêtre? Koufoyedou, j'ai dit Koufoyedou. Donc, si vous n'avez pas quitté le Bénin en 2016 aujourd'hui, vous connaissez Koufoyedou. Donc, au fond, il est dans le cimetière. Donc, vous voyez, dit Koufoyedou, après, pour y aller ici, c'est pas lui que la personne qui va prendre le pouvoir va mourir. Et il a tout dit. Il a dit qu'il a même fait la prison. Aujourd'hui, c'est le chouchou. Il a même fait la prison au pays de Balthazar. Donc, et pourtant, il est revenu après, il a fait. On a vu le général Tawès traiter, dire tout ce qu'il voulait, mais après, on l'a vu reçu en audience par le chef de l'État. Donc, écoutez, que le peuple ne se laisse pas berner une fois encore. De laisser les opposants, les acteurs entre eux là, ils vont se manifester la haine, compte tenu de leur position, tout ça. Et chacun va finir par commencer par chercher à régler son problème un à un. Dès lors que quelqu'un finit de régler pour lui là, il sort du jeu. Et vous allez crier. Mais écoutez, il vous dira après, mais l'autre a dit il y a quelqu'un qui a dit que, est-ce qu'on connaît comment il paye, voilà, l'autre, Aboudou Razak, celui qui a rencontré Allah en prison là. Il a dit que, est-ce qu'on connaît lui, comment il paye le salaire, il paye le loyer, est-ce qu'on connaît comment il mange, il donne à manger à sa famille. Donc, les acteurs, tant qu'ils sont, il y a des gens qui ont peut-être une petite conviction, hein, mais c'est à chercher comme, je sais pas, hein, une aiguille dans une boîte de foin, quoi, pardon. Donc, j'estime véritablement que la haine, ça peut exister, hein, parce que chacun sait que nous sommes ensemble, mais nous sommes ensemble. Eux, là, ils ont déjà 8 députés. Ils ont déjà fait 8 députés, et puis après, c'est eux. Bon, nous sommes avec eux, pourquoi? Bon, écoutez, on va faire le jeu avec eux. Et puis après, peut-être c'est eux qui deviendront les taupes du cadre de concertation, ou bien de ce regroupement. Et puis, donc, ça ne manquera pas. Il revient à chaque acteur de savoir que même ceux avec qui vous mangez matin, midi, soir peuvent vous trahir. Il revient à chaque acteur de comprendre que c'est le jeu politique qui est comme ça. Sous nos cieux, ce n'est pas la conviction qui guide. L'essentiel, c'est l'intérêt. Dès lors que l'intérêt peut être satisfait et que quelqu'un peut être à l'abri du besoin, de pieds joints, vous le voyez, lui qui a tout dit hier, là, il ravale et purement et simplement ses vomissures. Et puis, il est dans la famille, à table avec le roi. Même si on lui donne même si c'est les os à croquer qu'on lui donne, il est prêt à s'asseoir sous la table. C'est mieux de croquer ces os-là que de se retrouver de l'autre côté. Ah bon? Nous allons poursuivre. Donc nous allons poursuivre une autre information à débattre sur ce plateau, toujours avec le quotidien Dynamisme Info, situation de Haïvo et de Madougou. La rupture toujours sourde à toute demande de libération. Marc Goudiano. Bon, il faut dire que la situation d'Haïvo et de Madougou... Est-ce que les gens croient toujours à la libération de ces deux hommes, de ces deux acteurs politiques sous le régime de la rupture? Bon, il faut toujours rester pessimiste. Parce que optimiste. Il faut toujours rester optimiste plutôt. Il faut toujours rester optimiste parce que on ne sait jamais. N'est-ce pas trop demander à Patrice Talon? Les choses peuvent changer. Bon, vous savez, Patrice Talon, ce n'est pas lui qui les a arrêtés. Non, justement, on demande, les gens parlent de la clémence du président et tout, qu'il intervienne, oui, bon, surtout lors de la célébration du 1er août. Oui, c'est pourquoi il dit on n'a qu'à rester optimiste. Peut-être à la fin du mandat du chef de l'État, il peut décider de les gracier. On ne sait jamais. Parce qu'il lui reste encore au moins une grâce à encore faire. À faire avant de partir. Donc, peut-être... Pas une seule fois. Il y a la fin de l'année, il y a le 1er août prochain également. Non, il y a la fin de l'année. Et il peut le faire à tout moment également. Donc, ils ont encore cette chance-là d'être graciés. Et si le chef de l'État juge opportun de le faire, il le fera. Mais n'empêche, les diverses décisions
les diverses décisions qui ont été en leur faveur au niveau des organismes internationaux un peu partout. Donc je pense que beaucoup avaient espéré que ça allait militer en leur cause, alors que malheureusement ça ne dit rien, ça ne dit rien. Et ce n'est pas pour la première fois que notre État est sourd à certaines décisions qui viennent de l'international. Donc, on ne peut pas espérer grande chose. Pour ma part, je n'espère pas grande chose, seulement qu'ils vont devoir continuer à subir, leurs familles également vont continuer à se plaindre et nous-mêmes ou certains de leurs proches vont continuer à se plaindre en espérant le bout du tunnel. Non, parce que je dirais nous-mêmes parce que aucun de nous, en tant qu'acteur social, n'a d'intérêt à ce que des cadres soient gardés en prison. Vous prenez le professeur Joël Aïvo, on connaît la qualité de l'homme, vous savez très bien que je vous taquine un peu dans la question. Ça grandirait toujours le pays si on a quelqu'un comme ça en liberté qui continue à faire son travail comme il avait toujours. Apporter son savoir. Voilà, aux étudiants et un peu partout. Même à l'international, aujourd'hui, il est privé de toutes les consultations qu'il a l'habitude de faire à l'international. Donc, c'est un manque, c'est un grand manque pour le Bénin. Et mis à part toutes les considérations politiques qu'on peut avoir derrière, j'espère que d'ici là, par la grâce de Dieu, ils vont pouvoir retrouver leur liberté. Roland Toniniquès, très rapidement. Il y a ceux qui se réjouissent de voir Ricky Amadou et Joël Aïvo en prison et d'autres personnes en prison. Il y a des gens qui sont autour du chef de l'État, ou même des acteurs, des journalistes, et même dans tous les corps, qui se réjouissent de les voir en prison. Et je dis toujours, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Écoutez, j'ai en référence. 2021, nous avons été aux élections comme au Congo, chez Denis Sassou Nguesso. Au moment où Ricky Amadou et autres étaient mis en prison, où on reproche à faire le terrorisme à Ricky Amadou, et on reproche à faire le blanchiment de capitaux à Joël Aïvo. Sassou Nguesso a arrêté des gens comment vous appelez, au Congo également, pour activisme politique et atteinte à la sécurité de l'État. Mais juste au lendemain des élections, Sassou Nguesso a libéré ces personnes. J'estime véritablement que si nous avons des situations qui sont liées à des intrigues politiques, il est temps qu'à un moment donné, que nous puissions regarder derrière et que nous puissions laisser tomber. J'estime véritablement encore que c'est parce qu'il y a des gens qui ont pardonné que ceux qui sont au pouvoir ont eu la chance d'être au pouvoir. Et on ne saura continuer à vouloir être dur. Et je dis toujours, je le répète ce matin encore, la question de timing. Les gens vont vous pousser. Monsieur le chef du président de la République, non, ne cédez pas, non, attention, si vous cédez, quand ils vont sortir, quand on va faire l'élection, ils vont gagner les élections, ils vont vous faire des réunions de compte, et pas conséquent. Après, les mêmes personnes vont organiser une conférence de presse et vous désavouer publiquement, sauter pieds et joints dans la mouvance des autres et aller leur lécher les bottes après, nuitamment. Non, pardonne-moi, regarde ma famille, non, ne fais pas ça. Je sais que le chef de l'État ne me dira pas le contraire, des gens lui ont fait ça. Les gens ont dû courir le voir nuitamment pour le supplier et pour ne pas avoir des ennuis. Donc j'estime véritablement que, plus que jamais, le chef de l'État doit regarder lui et lui seul et sa famille. Les acteurs qui sont autour de lui, c'est lui qui leur a rendu ce service. Parce que c'est lui que les Béninois ont choisi comme président de la République. Et c'est à lui qu'on demandera des comptes. Ceux qui sont autour de lui, là, n'eût été lui, il n'y en a pas mieux qui n'auront pas de suivi. Ceux qui sont sortis de nulle part, qu'on ne connaissait même pas, qui ne pouvaient même pas être même délégués de classe, qui sont devenus députés par la foi des choses en 2019, suivez mon regard, ils sont nombreux là parce qu'ils ont pris goût à l'argent du contribuable et on lui dit, monsieur le chef de l'État, non, foncez, ne laissez pas. Je pense que véritablement le chef de l'État doit pouvoir comprendre que, au-delà de tout, l'histoire ne retiendra pas le nom d'un député inconnu. Parce qu'ils sont nombreux à l'Assemblée nationale, on ne sait même pas s'ils sont députés. Vous les voyez, on vous dit que c'est un député. Et après, on vous dit, mais député dans ce pays-là, et on ne le connaît pas, on ne l'écoute même pas. Il ne va même plus dans sa localité. Depuis qu'il est député là, il a loué appartement à Cotonou, il est là-bas. Et c'est comment, là où il est maintenant, c'est comment acheter un bas-fond à FIFA pour aller construire R+1 qui est son problème. Il ne pense même pas à sa localité. Et puis après, dans l'histoire du Bénin, on situera les chefs d'État du Bénin, on situera ceux qui ont... Mathieu Kékou a fait 27 ans au pouvoir. Quoi qu'on dise, même s'il est venu faire 10 ans au pouvoir et qu'il est devenu calme, il est devenu chrétien, il a eu la crainte de Dieu,
Dans l'histoire du Bénin, on racontera toujours l'histoire des 27 ans au pouvoir du général Mathieu Kékou. Donc c'est ainsi que ça va se passer pour Patrice Talon également. Il a beau développer le Bénin, en tout cas, changer l'image du Bénin, l'urbanisation, il a fait les routes. On va montrer l'image des tours, comment vous appelez la tour administrative, les 20 ministères qui sont... On va montrer tout ça. Mais il y a toujours quelque chose que les gens peuvent rappeler, et ça entache tout ce que vous avez fait. Surtout la qualité humaine. Donc, surtout les hommes que vous gérez. Et j'estime que ce qu'on lui dit, ce n'est pas méchant. Même si le pardon peut être une faute, parfois il faut pardonner. Parce que dans la Bible, je sais que le chef de l'État est chrétien. Même, je dis, il faut payer. Mais écoutez, les chrétiens, non. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, en tout cas à l'église, et je sais qu'il est chrétien, il est marié. Écoutez. Tous ceux qui sont à l'église sont chrétiens. Non, pas nécessairement, mais le chef d'État est chrétien. Au-delà de tout, même s'il est beaucoup plus penché pour notre culture, je suis d'accord. Mais au moins, même s'il n'est pas chrétien, même dans notre tradition, même dans bon, laissez-moi. Marc, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Non, je sais que vous, même laissez-le poursuivre. Si vous allez à l'église sans être chrétien, c'est vous. Non, pas forcément. Tous ceux qui vont à l'église ne sont pas forcément. Nous n'allons pas tabler sur ça. Pour ce qu'on sait du chef d'État, pour sa foi chrétienne, pour sa foi, le suivant, l'ayant suivi un peu, on peut sans doute dire qu'il est chrétien, même s'il est beaucoup plus penché pour la valorisation de notre culture. Vous savez que la foi sans les actes, ça ne vaut rien. Attendez, mais il ne faut pas pardonner, parce qu'après, quand nous allons à l'église, surtout ceux qui sont catholiques, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tous ceux qui font cette prière, je le rappelle ce matin, tous ceux qui vont réciter cette prière, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et qui savent qu'ils n'ont pas pardonné leur prochain, ils se maudissent eux-mêmes. Ce n'est pas bon. Et tôt ou tard, ça rattrape. J'estime que véritablement, nous devons faire très attention dans un certain nombre de choses. Je souhaite que le chef de l'État, avant la fin de ce mandat, qu'il essaie de voir. Ricky Amadougou, elle est en prison. Ça rend service à qui? C'est vrai qu'on va dire, oui, on l'a affaibli, politiquement, elle ne peut plus faire quelque chose. Politiquement, il ne peut plus quelque chose. Mais ça rend service à qui? Imaginez les milliers d'étudiants qui pourraient profiter du savoir de Joël Yvon. Imaginez ces enfants des orphelinats. Avant que Ricky Anoumé n'aille en prison, elle faisait des dons dans des orphelinats. Depuis qu'elle est en prison, est-ce qu'elle a la possibilité de faire ces dons pour aider ces enfants qui ont besoin de soutien? Est-ce que ces femmes qui profitaient de l'expertise de Ricky Amadougou peuvent encore bénéficier de son expertise? Ce qu'elle faisait au plan international, au niveau des Nations Unies, l'expertise qu'elle apportait, est-ce qu'aujourd'hui, on a ça? Quand elle faisait, ce n'est pas pour l'image de sa famille Madougou seul, c'est pour le Bénin. On parlera de la béninoise, on parlera du béninois Joël Yvon. Et j'estime que le chef de l'État, plus que jamais, doit écouter lui-même, s'écouter lui-même, écouter son Dieu, et laisser vous êtes là autour de lui, les sanctions politiques qui profitent de lui et qui demain seront les premiers à le rejeter. Alors, une dernière information à Décryptage Info, titre ce matin, Romuald Waldaï révèle les mesures ambitieuses pour transformer le Bénin. En parlant du projet de loi des finances 2025, très rapidement. Il était face aux députés. Et il a pu y exposer le contenu de ce projet de loi. Et ce qui m'a beaucoup plus plu dans cet exercice, c'est concernant la fourniture d'eau potable dans les zones rurales. Où aujourd'hui, ils ont promis, en tout cas dans le budget, c'est que la couverture sera de 100% pour l'année 2025. Et c'est encourageant. C'est encourageant parce que, vous savez, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Il y a des contrées où, pour avoir accès à l'eau potable, c'est très, très difficile. Je vous assure tout. Très, très difficile. Parfois, les gens parcourent des kilomètres sur kilomètres avant d'avoir quelques litres d'eau. Et qu'ils doivent gérer pendant des jours d'abord, avant de pouvoir quand même s'en prendre. Parce que l'eau, vous allez l'utiliser pour vous laver, pour préparer, pour nettoyer, pour laver vos tenues et tout ça. Donc, l'eau est au centre, en réalité, de la vie humaine. Et on a besoin de ça de façon quotidienne. Donc, je pense que si en 2025, ce projet peut avoir accomplissement total, je pense que ça va aider beaucoup de Béninois, surtout ceux qui sont dans les zones reculées, parce qu'il faut dire, nous, à Cotonou et environ, on a l'eau. C'est vrai que même s'il y a quelques griefs au niveau de la qualité, néanmoins, il y a d'autres zones qui sont très reculées, mais qui n'ont pas cette possibilité-là d'avoir l'eau assez, d'avoir l'eau à des endroits donnés pour pouvoir en profiter. Et je pense que c'est important qu'en 2025, on puisse avoir toutes les zones rurales du Bénin
avoir accès à l'eau potable, ce serait très très bien. Et les populations pourront témoigner d'eux-mêmes cette réalité-là. Alors, je crois qu'à l'horizon 2021, le taux de couverture était de l'ordre de 66%, en tout cas, sauf erreur de ma part. Et si on annonce que le taux de couverture en eau potable sera de 100% à l'horizon 2025, c'est une bonne chose parce que n'oubliez pas que quand les gens ont bouffé l'argent de l'eau il y a quelques années, nos populations continuaient de prendre l'eau de marigot sale, souillée, malheureusement. Bon, même ça aussi c'est un autre dossier de l'État, hein. Même si on a remboursé discrètement les sous. Et puis, le gouvernement fait bien quand même de s'investir dans ce domaine parce que, comme l'a dit Max, l'eau c'est la vie. Et priver la population d'eau potable, c'est un péché. Écoutez, ceux qui manquent d'eau potable, ce n'est pas ceux qui sont à Perret, à Sébana. Il faut avoir à côté là. Il n'y a pas d'eau potable dans certaines localités. Et pourtant, ils sont à moins de 50 km de Cotonou. Et dans Caravi aussi, hein, il y a des arrondissements dans lesquels vous n'avez pas l'eau potable, à moins de 50 km de Cotonou. Donc, il y a matière à travailler à cela. Et j'estime véritablement que quand le gouvernement prend ce dossier, en créant même une agence spécialement dédiée, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la SONEP qui gère l'eau dans les localités, il y a une agence privée, en tout cas semi-publique, hein, qui gère l'eau au Mialé, qui gère l'eau potable en milieu rural, aujourd'hui en plaçant même des compteurs pour gérer l'eau potable. Donc, je crois que tout ça, ça participe à donner ce qu'il faut aux populations. Quand vous avez l'eau, déjà nécessairement, au moins l'eau, le reste, vous pouvez vous débrouiller. Et j'estime que, vous voyez, remercions le gouvernement pour cette action et vivement que en 2025, déjà qu'on ait quand même les 100% de couverture avant que le chef de l'État ne parte. Et ce serait à son natif, on dira, c'est autant de Patrice Talon que tout le Bénin avait eu de l'eau potable. Et puis on peut régler, celui qui viendra après pourra se concentrer sur d'autres objectifs, sur d'autres priorités. Mais ce que je veux dire également pour finir, c'est que dès lors qu'on met l'argent, on met le budget à contribution, qu'on veille sur ça pour que les gens ne continuent pas de manger l'argent, de distraire l'argent de l'eau. Parce que aussi longtemps qu'ils le font, il faut qu'ils le sachent. Même s'ils ne le payent pas aujourd'hui, des générations entières peuvent payer ça après, et c'est pas bien. Merci Roland Tonneikes, merci Marc Goudjanou pour ces détails, pour toutes ces précisions, pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs.